Salut à toi, esprit curieux. Aujourd'hui, je rencontre Geneviève, qui fabrique des bijoux à partir de simples petits cailloux qu'elle rencontre lors de ses promenades et dans ses excursions. Mais avant, je t'invite à t'inscrire sur le lien que je fournis en dessous de la vidéo pour recevoir la vidéo qui t'explique comment déterminer la géologie de la terre de ton jardin. Bonjour Geneviève, merci d'avoir répondu à ma demande d'entrevue. Je sais que tu fais du polissage de pierre pour le loisir. Alors peux-tu te présenter puis montrer quelques échantillons? Oui, absolument. Bon, ben bonjour, je m'appelle Geneviève Labonté. Je suis devenue lapidaire artisan parce que je ne prendrais pas le titre professionnel parce que je n'ai pas la formation professionnelle. Donc, je suis une artisane, donc une artiste qui a appliqué les principes lapidaires pour faire quelque chose de beau avec des pierres qui sont naturelles au départ. Euh, Moi, ma spécialité, c'est de prendre des pierres plutôt ordinaires, vraiment des pierres qu'on retrouve un peu partout, qu'on va marcher dessus en se promenant dans la rue, puis qu'on va faire Ah, mais elle a une belle couleur, celle-là, qu'est-ce que je pourrais faire avec? Alors, c'est ce que je fais. Je ramasse la pierre et je la transforme, je la rends jolie. On peut trouver des choses quand même assez simples. Tu sais. Ici, vous voyez, c'est un truc, c'est un paquet de petits quartz qui ont l'air de rien, qui ont l'air de cailloux qu'on ramasse. Excusez-moi. Il a l'air de cailloux qu'on ramasse dans la rue. Mais une fois qu'elles sont transformées, ces pierres-là, elles peuvent devenir quand même des beaux bijoux. C'est très surprenant ce que ça donne une fois qu'on les a transformées. Et ce que ça donne, vous pouvez regarder ici dans le pot que j'ai. Ce sont des pierres, je vais les montrer une par une pour qu'on voit mieux. Peuvent devenir vraiment un petit pendentif ou des choses vraiment simples et beaucoup plus jolies que la pierre au départ. On ne voit pas nécessairement les couleurs non plus lorsqu'on les retrouve parce qu'elles ne sont pas mouillées. On ne voit pas très bien. J'essaie de montrer de plus près, mais ça ne fait pas de zoom. Alors, on voit qu'on peut vraiment tout transformer en bijoux et non en simples cailloux quand on les ramasse. Intéressant. Et alors, simple caillou, pour toi, est-ce que tu connais la nature de ces roches-là, en fait, leur nom commun? Ben, je me fais un devoir d'identifier ce que je vais transformer quand même pour rester un minimum professionnel. Alors, exemple, comme ce que je vous ai montré, j'ai spécifié que c'était des quartz. Mais ce sont des quartz avec des inclusions qui ne sont pas pures, qui ne sont pas complètement translucides. Parce que le quartz, ça peut quand même devenir une pierre gemme très belle. Quand on dit gemme, on dit une pierre qui peut avoir un potentiel pour à être utilisée en joaillerie. Donc, le bijou serait transparent, très belle, pas de cassure, pas de fracture, pas d'inclusion. Moi, c'est pas ce qui m'attire nécessairement parce que ces pierres-là, ben, ils sont plus durs à trouver, ils sont chers si on les achète. Donc, je préfère utiliser ce que la nature m'offre à la portée de la main. Quand on parle d'inclusion, on peut avoir différents métaux, d'autres minéraux qui s'incluent dans la pierre, mais ça peut quand même donner un cachet intéressant à la pierre. C'est d'ailleurs ce qui peut lui donner sa couleur qui rend les pierres vraiment plus belles. Un quartz à la base, c'est pas transparent ou blanc. Sur sa forme massive ou sa forme cristallisée. Mais quand on la retrouve dans la nature, on va la retrouver. Exemple, celle-ci. Oh, j'ai accroché quelque chose. Je vais la mouiller pour qu'on voit un peu plus. Et celle-ci, c'est un quartz qui est gris. Mais si on regarde comme il faut, vous voyez, vous avez des petits points roses à l'intérieur. Bien, ça, c'est un feldspath qui est intégré dedans. C'est de l'orthose. Donc, ça donne une texture, ça donne une pierre qui est gris-bleu avec des petits pois roses. Donc, ça peut vraiment être quelque chose de charmant une fois poli, une fois taillé. Certaines pierres sont plus faciles que d'autres à polir. Ça dépend vraiment de qu'est-ce qu'on a comme outil aussi pour pouvoir le faire. Donc, est-ce que tu vas chercher aussi des roches de type granit, des roches métamorphiques? Est-ce que ça t'intéresse ou tu cibles vraiment les roches qui sont plus, où il y a plus de quartz? Non, en fait, j'y vais vraiment. Moi, c'est vraiment une question de goût. Tu sais, je vais trouver, exemple, une pegmatite qui se trouve à être une roche granitique avec des gros cristaux. Bien, dans les pegmatites, on trouve des combinaisons de pierres vraiment intéressantes, vraiment jolies. Oui, j'utilise des granites. Comme ici, on a une petite pyramide que j'ai faite. D'un côté, on a une roche qui est, ça ressemble à être un grès. Et de l'autre côté, on avait une pegmatite. Donc, je trouvais l'idée intéressante. Donc, ça faisait un petit objet décoratif qu'on pouvait utiliser, qu'on pouvait mettre n'importe où dans la cuisine, dans la maison. Et non, j'ai pas de spécificité. Comme je te dis, c'est vraiment, je la trouve belle, je veux la mettre encore plus belle. Ça se résume vraiment à ça. OK, c'est vraiment intéressant.
Est-ce qu'il y a des roches qui ne se prêtent pas du tout à ce genre d'exercice? Oui, certaines roches qui sont trop friables, trop fragiles, comme, certains schistes, comment qu'on appelle ça? Les basaltes aussi qui sont qui cassent facilement. Donc si on peut pas utiliser, tu sais, si on peut pas la travailler sans qu'elle ait le risque de se briser ou quoi que ce soit. Puis en même temps, ça va faire un fini gras. Ça sera pas lustré, ça fera pas une belle finition vraiment pour que ça devienne intéressant. Ça nous empêche pas de la tailler, mais c'est risqué. Ça risque pas toujours de donner le résultat qu'on voudrait. Tu sais, dans les pierres, on a des différentes duretés. La dureté va jouer pour beaucoup sur la facilité de le tailler. C'est vraiment le principe qui va être le plus important à regarder. Plus la pierre est dure, plus elle est dure à tailler. Certaines pierres éclatent plus si elles sont beaucoup de fractures ou pas à l'intérieur quand on les travaille aussi. Exemple, le quartz étant une pierre très dure, dans les pierres communes, c'est une des plus dures qu'on a près de nous. Ben, cette pierre est beaucoup plus difficile à travailler. Si mes outils sont un peu usés, si mon papier sablé n'est pas neuf, je n'aurai pas grand résultat sur ma pierre. Tandis que si je travaille, exemple, avec un Feldspath, qui est une dureté de 6,5, ben là, déjà, on commence à être plus facile. Le quartz, c'est un 7,5. Donc, ça devient de plus en plus facile. Et plus on diminue, plus la pierre est facile à travailler. Si on travaille avec des calcaires, des choses comme ça, c'est très facile, la calcite. La calcite donne d'excellents résultats. C'est fragile, mais c'est beau. OK, Alors, vraiment, c'est pas mal. super intéressant et tu les trouves où finalement? Est-ce que c'est juste pendant tes promenades ou tu vas à un lieu spécifique? Les deux. Les deux, en fait, comme je suis un petit peu maniaque, je me promène, j'ai les yeux par terre presque tout le temps. Je vais en forêt, bord de rivière, à fleurement de montagne. C'est tous des endroits où on peut trouver des choses intéressantes. Quand on commence à connaître un petit peu plus la géologie avec le temps, quand on s'informe, on lit, ben on arrive à repérer aussi certains endroits qui peuvent être des failles ou des crevasses dans les montagnes qui peuvent être plus intéressants pour les cristallisations, on peut avoir des plus beaux échantillons. Mais je vais aussi dans des endroits où ce que la machinerie a travaillé le sol pour moi. Tu sais, j'ai pas d'excavatrice, donc souvent, si je veux aller voir qu'est-ce que le sol regorge, une simple pelle et un pic, ben, ça me donnera des résultats limités. Que souvent, je vais aller dans des rejets de chantier. À l'extérieur des mines, parfois, ils rejettent des choses parce que dans les mines, on n'a pas accès. Ça prend des autorisations. Mais en dehors de ces mines-là, souvent, on peut marcher sur les rebords, puis ils vont avoir fait des tas de pierres. On va aller fouiller là-dedans. Puis c'est sûr que dans un tas qui peut contenir 10 000 pierres, je vais en trouver deux. Mais il faut être très patient si on veut trouver des belles choses. Mais effectivement, je n'ai pas d'endroit spécifique. C'est sûr que si j'ai l'occasion, je vais accompagner un club de minéralogie ou quelque chose comme ça dans des sites de recherche, des sites de cueillette qui sont faits pour ça. Ça existe, sous des coûts assez minimes quand même, c'est intéressant. Mais sinon, partout ce que je pense. Vraiment partout ce que je pense. J'ai OK, même déjà trouvé une labradorite pendant ma pause au travail. J'ai mis le pied dessus. donc j'imagine que ta voiture est remplie de petits cailloux. J'ai pas de voiture, non, je voyage avec un sac à dos, OK. avec un fond renforcé. Mais oui, j'ai fait un tour en Gaspésie et mon conjoint m'a prévenu qu'il fallait pas que ça coûte plus cher d'essence pour revenir. Oui, je suis Et un petit peu compulsive, mais je fais attention. et donc si je comprends bien, tu as démarré ça en 2020, pendant que tu étais Oui, isolée, chez toi? Tu as démarré cette activité-là? absolument, c'est exactement ça. Durant notre pandémie, on a eu on a été reclus un peu involontairement. Mon commerce où je travaillais a fermé temporairement. Et durant cette période-là, ben, comme je suis une personne qui est pas mal incapable de rien faire, ma mère était joaillière quand j'étais plus jeune. Aujourd'hui, malheureusement, elle est décédée. Mmh. Mais elle m'a transmis cette passion-là pour les bijoux et les pierres en faisaient partie par la force des choses. Donc, j'ai ressorti les vieux outils à ma mère, puis j'ai dit: «Hey, qu'est-ce que je pourrais faire avec les roches que je ramasse? J'essaie-tu de les mettre belles? J'essaie-tu de les mettre plus jolies?» J'ai commencé à travailler ça. Je suis allée sur YouTube, sur toutes sortes de vidéos sur internet, des textes, je suis allée lire qu'est-ce qui se faisait, que les gens pouvaient utiliser pour être capables de réussir à rendre les roches belles. Que à travers tout ça, j'ai pris ce que j'aimais, j'ai créé ma propre façon de faire. Probablement que je suis pas la seule, là, mais j'ai pris cette manière de faire-là parce que c'était facile, ça me coûtait pas trop cher.
j'étais en arrêt de travail, les moyens n'étaient pas énormes, donc je me suis organisée pour pouvoir faire ce que je veux faire avec les moyens faciles d'accès. Donc tu avais déjà des outils à la maison. Est-ce que moi, j'ai ce genre d'outils-là? Est-ce que c'est des outils qu'on a vraiment dans le quotidien? Oui, c'est des choses qu'on trouve à la quincaillerie du coin. OK. Alors, c'est vraiment facile d'accès. La première outil que j'ai utilisé, c'est un Dremel. Un petit outil comme ça, là. Les Dremel, les outils qu'on peut avoir un fil flexible et un outil rotatif au bout ici sur lequel on met des embouts. C'est des trucs qu'on peut utiliser, faire de l'artisanat, faire du bricolage à la maison. Ça se vend à environ 200 $. C'est quand même pas excessif. Puis ça vient avec une panoplie de trucs qui vont au bout. Malheureusement, c'est pas ceux qu'on a besoin comme lapidaire qui viennent avec, mais ça se trouve quand même facilement à des prix quand même raisonnables. C'est sûr que les boutiques spécialisées, ça va toujours être un petit peu plus cher, mais on peut retrouver en ligne, parfois sur toutes sortes de sites ou de façon internationale pour la recherche, des vraiment meilleurs prix. Puis avec le temps, ben, j'ai changé ma Dremel pour un outil plus performant parce qu'elle ne marche plus. Je l'ai trop usée. J'ai trop adoré ce que je faisais. En fait, j'en ai brisé trois Ah avant oui. de comprendre que j'étais un peu trop passionnée pour ce type d'outil. Mais Mmh. quelqu'un qui veut faire ça de manière amateur pour le plaisir, tu sais, j'ai quelques roches que j'aimerais mettre belles, c'est parfait. Quels sont les autres outils que tu utilises? Ben, bien sûr, quand je veux transformer mes pierres, ça prend les embouts, hein. Tu sais, l'outil rotatif, c'est la base, mais ça prend vraiment les embouts qui vont autour. Et on doit utiliser des embouts de type diamanté, qu'on appelle, c'est recouvert d'une poussière de diamant et d'un enduit rigide pour pouvoir venir gruger. Ça ici, ce sont des roues, des petites lames circulaires qui sont mes favorites pour pouvoir tailler les pierres que je veux. Ça va me servir à donner la forme que je veux, à enlever la porosité, les parties craquelées, éclatées de la pierre quand on la ramasse, et de lui donner vraiment comme tout enlever puis qu'elle vienne bien lisse, bien parfaite. Ça ne me donnera pas de brillance, par contre. Ça va me donner juste la forme. Il existe aussi des outils d'un autre genre, comme ceci. Petite boîte, on est ce sont tous des embouts diamantés. Même chose, si on veut aller creuser, faire des formes, ça peut être utile aussi d'utiliser ce genre de choses-là. Par la suite, il faut finir d'enlever tous les défauts de notre pierre. Rapidement, je vais vous montrer. J'utilise un simple papier sablé à la main, des Mmh. papiers sablés comme ça de différents grains. Pour la partie grossière, j'utilise ceci. Quand je parle de grossière, c'est que les grains de papier, on utilise, bon, plus le numéro est petit, plus le grain est gros, plus le numéro est grand, plus le grain est petit. Donc, on prend les bases, c'est-à-dire du 80, 100, 120, et ça va jusqu'à 10 000. Pour les parties plus élevées, on utilise l'outil rotatif et des petites rondelles de papier sablé. Je vais vous montrer ça ici. Vous voir que je me suis fait avec des petites rondelles et ce mandrin-ci, qui a un velcro et sur lequel adhèrent les petites poulettes. J'utilise mon outil rotatif et je progresse dans mes grains, toujours vers le plus élevé des grains pour avoir de plus en plus de brillance sur mon produit. C'est quand même assez simple comme étape. On taille, on enlève les défauts à la main et ensuite on polit. C'est pas mal les étapes, c'est pas plus compliqué que ça. Ça prend pas des milliers de choses. La seule autre chose qu'on peut faire, c'est que parce que moi, parfois, je les monte en pendentif, comme ceci avec une Mmh. bélière. Ben là, il faut que je perce. C'est l'outil que je n'ai pas montré, c'est que ça prend des mèches pour percer. Et les petites mèches pour percer, ben, encore une fois, ce sont des mèches comme ceci, enduits de poussière de diamant et d'un enduit rigide. Et c'est avec ça qu'on arrive à faire un bijou. C'est pas si compliqué. Il existe des outils vraiment complexes, vraiment chers, grosses machines, travaillent 2 fois plus vite et c'est vraiment efficace, mais c'est des gros investissements. Et ensuite, tes bijoux, tu vas les vendre? Est-ce que tu vas dans des salons? Est-ce que tu as une boutique en ligne? Pas encore, j'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup. Malheureusement, je suis quand même obligée de travailler à temps plein malgré ma passion. Donc, le temps me manque. J'ai une petite compagnie que j'ai appelée Jen et Gaïa. Gaïa étant le nom mythologique de la planète Terre, qui est Ouais. ma fourniture principale. C'est avec elle, c'est sur Gaïa que je récupère tout ce que j'ai besoin pour créer. Et Jen, ben, c'est le petit diminutif de mon prénom. Donc, Jen et Gaïa. Les pierres de Jen et Gaïa, ça s'appelle comme ça. J'y vais par bouche à oreille pour vendre mes bijoux, autant que des pierres aussi que j'ai pas finies, parce qu'il y a des gens qui transforment eux aussi, qui font des bijoux, qui achètent des pierres déjà taillées. Il y en a qui font beaucoup aussi de pendentifs avec des fils torsadés. C'est très, très beau. Euh,
Il y a plusieurs membres du groupe, d'ailleurs, sur lequel on s'est rencontrés, qui se réunissent un peu partout là-bas. D'ailleurs, ce groupe-là a été pas mal mon facteur de motivation principal. De OK. voir que des passionnés se réunissent qui travaillent ensemble pour s'intéresser, se suggérer des choses. J'ai vraiment adoré ce groupe-là. C'est un beau groupe de partage. Pierres et minéraux du Québec et du Canada. Des fois, les gens ont des pierres qu'ils trouvent belles, ils me les amènent, puis je les transforme selon ce qu'ils me demandent. Mmh. Et ça, je le fais aussi, là, à la demande. Intéressant. Mais c'est sûr que, si on se lance dans ce domaine-là, il y a quand même plusieurs petites choses importantes quand même. Tailler des pierres, c'est bien beau, mais c'est pas quelque chose de propre. Ça fait beaucoup, beaucoup de poussière. Donc, il faut prévoir un environnement où on peut gérer notre poussière. Mmh. Ça a l'air idiot de parler de ça, mais c'est vraiment le problème principal parce que de un, il faut penser à nos poumons. Et de deux, il faut penser à autour de nous, hein, si on ne veut pas avoir un pouce de poussière enlevé partout. Donc, soit un système d'aspiration pour la poussière, soit travailler à l'extérieur, qui peut être aussi un bon truc, et de prévoir de protéger nos voies respiratoires si on n'aspire pas la poussière. Donc, un masque. Et on parle de masques faits pour la poussière fine. Donc, les masques comme les personnes qui font du sablage de murs de maison. Et quand on fait de la paille aussi, peut-être prévoir qu'il peut y avoir des éclats. Donc, une lunette de protection est importante. On peut se lancer aussi là-dedans, comme je pense à ça au travers, là. On n'a pas besoin d'être doué au départ pour commencer. Quand j'ai commencé, là, j'ai pris des pierres et je faisais des côtés plats. Je faisais ça très, très simple pour voir qu'est-ce que ça pouvait donner, qu'est-ce que ça pouvait avoir comme résultat. C'est quand même aussi très long. Oui. C'est pas transformer une pierre en 5 minutes. Ça se fait pas en 5 minutes. Ça peut prendre quand même quelques heures. Les premières pierres que j'ai pu faire, ça me prenait 3, 4, 5 heures. Si Mmh. c'était même juste, c'était bien simple. Mais aujourd'hui, en 1 heure et demie, je suis capable de prendre une pierre, puis la transformer vraiment avec une forme intéressante comme celle-ci, qui est un petit cœur. C'est une albite un peu teintée beige. C'est OK. un feldspath. C'est des minéraux, d'ailleurs, c'est un de mes minéraux préférés à polir. Ça a un très, très, très belle brillance. Ça vient vraiment lustrer. Et ce qui est intéressant avec les feldspaths, surtout chez les microcleans, on va avoir tous les reflets que la pierre nous offre lorsqu'on a la bonne lumière. D'ailleurs, c'est dans cette famille-là qu'on a une de nos plus belles pierres du Québec, qui est la labradorite, et dans la même famille. Donc, c'est vraiment des pierres qui sont belles. Les reflets argentés, or, de la même couleur que la pierre, autant que des reflets de toutes les couleurs comme la labradorite peut offrir, ça donne des résultats extraordinaires. Puis le feldspath est un des composants principaux de la croûte terrestre, donc il y en a partout. Il y Mmh. en a vraiment partout. Mmh. Donc, c'est quelque chose de le fun à faire. Ah, des petits trucs que je pourrais donner quand on part en expédition pour aller chercher des pierres, qu'est-ce qu'on pourrait traîner avec nous sans que ce soit Oui, désagréable non plus? oui, Vraiment bonne une bonne chaussure, marcher dans les milieux, genre bord de rivière, montagne, forêt. C'est pas dans les sentiers qu'on trouve les roches, donc il faut prévoir avoir une bonne chaussure. Traîner un bon sac à dos aussi avec un fond solide. Un instrument avec lequel on peut creuser ou casser de la pierre. Donc, soit un pic, marteau, ça peut être utile aussi. Comme je vous dis, on essaie de ne pas avoir trop de poids parce que si on ramène nos pierres après, ben, ça, c'est pesant. Et c'est d'essayer de se limiter à quelque chose de raisonnable. Euh, Prévoir aussi d'amener de l'eau. Pourquoi de l'eau? Ben, parce que souvent, les minéraux, lorsqu'ils sont à l'état brut et que la surface est craquelée, on ne voit pas les détails, on ne voit pas les couleurs. Donc, avec l'eau, ça nous permet de voir vraiment mieux la pierre, voir si elle est translucide, voir la couleur qu'elle est capable de nous offrir. La pierre, une fois mouillée, offre un résultat similaire à celui de la pierre une fois polie. Donc, on est vraiment mieux capable de voir. Pas mal le petit kit du randonneur cueilleur de pierre que je pourrais suggérer. Donc, avec chaussures, peut-être sac à dos, instruments, de l'eau. avec une petite brosse aussi pour, retirer la poussière sur les Oui, brosse, linge, oui, guenilles, exact. Si on n'a pas de rivière à proximité pour enlever la saleté sur notre pierre, effectivement, ça peut être très utile. Quand vous arrivez à la maison, nettoyez vos minéraux, parce que pour bien voir aussi, vous allez réussir à les nettoyer. Il n'y a pas de solution secrète pour nettoyer les minéraux. De l'eau, un peu de savon. Moi, j'utilise du savon vaisselle, bien simple. Petite brosse à dents. Quand l'échantillon est un peu plus gros, je prends une petite brosse à plancher. Donc, ça prend une brosse assez raide. Donc, pour aller gratter dans les interstices de la pierre et tout. On reste à grand eau. Si nos pierres sont recouvertes de rouille, d'oxyde, ça arrive parfois parce que dans l'environnement, on va le trouver, s'il y a des métaux qui sont associés, il va y avoir des oxydations qui se sont créées. Donc, il existe un produit qui se vend en quincaillerie, moi je dirais Canadian Tire. Je ne vais pas plugger personne, mais c'est le seul endroit où je l'ai trouvé.
C'est Iron Out. Désolée pour le nom en anglais, le produit s'appelle comme ça, c'est Iron Out. C'est une poudre qui dissout les oxydes qu'on peut utiliser eau chaude, un petit peu de poudre. On laisse tremper quelques heures nos pierres à l'intérieur. Et honnêtement, j'ai eu des résultats incroyables avec ce produit-là. Des cristaux de quartz qui étaient complètement rouillés, qui sont redevenus complètement translucides, comme s'ils n'avaient jamais été rouillés. Ça, c'est quelque chose que je pouvais ajouter à notre trouvaille, parce qu'avant de les polir, on veut voir quel potentiel qu'a notre pierre au complet. Il y a une chose, tantôt, on parlait de avant et après. Je vais vous donner un exemple ici. Là. Ça, c'est une des très belles pierres aussi qu'on trouve au Québec. Le turquoise, tout le monde trouve ça beau, le turquoise. C'est de l'Amazonie, qui vient de Saint-Ludger au Saguenay. C'est une mine qui est malheureusement fermée aujourd'hui. On est capable d'y aller. Mais il y a quand même encore quelques failles au Saguenay dans lesquelles on retrouve de l'amazonite à l'état naturel, là, sans que ce soit sur un claim ou sur un terrain protégé. Ben, vous voyez le collier que j'ai dans le cou? Une fois fini, le produit fini, ça donne ça. Ça vient précisément de cette pierre-là. L'échantillon Mmh. était plus gros. J'en ai créé plusieurs à partir de la même pierre. Donc, ça permet vraiment de faire des choses. Ça, ici, on va avoir un produit qui va être de qualité professionnelle qu'on peut vendre dans une bijouterie. L'amazonite fait partie des pierres gemmes qu'on peut utiliser. Et on retrouve ça au Québec. L'autre petite chose que je peux parler aussi, c'est que certaines pierres n'ont pas nécessairement de potentiel à première vue, mais il y a un phénomène intéressant dans les pierres et dans les minéraux qu'on retrouve, et c'est le côté phosphorescent des pierres. Donc, s'il y en a qui sont vraiment amateurs et qui aimeraient chercher beaucoup, vous pouvez vous munir d'une petite lampe UV. Vous allez voir, ça va faire, vous ne le voyez pas nécessairement, mais ça fait mauve. Cette petite lampe UV va nous permettre de prendre, exemple, cette pierre-là ici, qui a l'air d'un vulgaire granit un peu ennuyeux. Mais si je viens lui mettre ma lumière UV dessus, vous allez pouvoir voir que, alors je ne sais pas si on va être capable de le voir avec la lumière. C'est de la sodalite, donc on est capable d'avoir un minéraux phosphorescent. J'ai comme trop de lumière pour qu'on le voit. Là. Exemple, je l'ai taillé. Ben, si je rajoute mon éclairage, vous allez voir, la pierre revient beaucoup plus voyante. Moi, Ouais. je la vois orange. Vous, sur la caméra, je vois que malheureusement, on ne la voit pas orange. Mais c'est le phénomène qui peut être vraiment intéressant aussi, que la petite lampe UV, quand on cherche, on peut l'allumer le soir sur nos pierres, puis on va avoir des surprises. Ça fait partie du kit à avoir. Oui, exactement, ça prend pas de place, puis ça peut être le fun de faire de nouvelles découvertes de cette manière-là. De faire une petite expédition de soir, lampe frontale, on éteint la lampe, on allume la lampe UV, on peut avoir Mmh. des belles surprises. Bien, merci beaucoup Geneviève pour, ton partage, c'est très intéressant. Donc le lien du groupe Facebook est en bas de la vidéo.